Ben là. Hey, salut tout le monde. Cette semaine, à Ben Lala, j'ai un invité qui vit sa vie à 100 km/h. Ben là. Oui, 100 km/h parce que c'est possiblement la vitesse qu'elle prend lorsqu'elle descend une pente. Ouais, cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'invité dans mon balado. Quelqu'un d'exceptionnel qui a vécu plusieurs choses de super intéressantes et qui va en vivre encore, je dirais, dans la prochaine et les prochaines années. Et je trouvais ça opportun de l'asseoir et de dire, écoute, j'ai des questions pour toi puis j'aimerais ça avoir ta perception et surtout entendre le message qu'elle a à nous dire. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, notre invitée de la semaine, Sarah Bennett. Bonjour, Sarah. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Écoute, bienvenue dans mon chalet, parce que là, on fait ça dans mon chalet actuellement. Donc, c'est un peu spécial, parce que c'est un chalet de ski. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici, toi, au Mont-Édouard? Non, ça fait vraiment plusieurs années que je viens ici, au moins une fois par année. Depuis, je pense, ça fait 5 ou 6 ans que je viens. Que tu viens ici? Oui. Donc, comment tu trouves notre montagne? J'adore le Mont-Édouard, pour vrai. Là. Puis en ce moment, je pense que c'est la première fois que je viens pendant l'automne. OK. C'est tellement beau. Puis quand je suis venue en auto ici, là, genre, j'étais époustouflée par le paysage. Normalement, tu viens en hiver. Mm-hmm. Est-ce que, dans le fond, tu venais juste t'entraîner ou tu as fait de la compétition ici? J'ai fait les deux, ouais. J'avais des blocs d'entraînement, puis c'était tout le temps un petit bloc préparatif avant que la saison commence, puis il faisait toujours vraiment, vraiment froid. C'est sûr qu'il y a certains mois que c'est un peu plus frais. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Sarah Bennett, c'est une skieuse. Est-ce qu'on dit professionnelle? De quelle façon qu'on peut dire? Je me considère professionnelle quand même. Ouais, je fais quand même ma vie avec ça, fait que je dirais que ouais, c'est professionnel. C'est bon. Parlons-en de ta vie. Tu as commencé à skier à l'âge de 2 ans, à 3 ans, je pense, dans l'équipe de compétition. Commencer si jeune que ça à faire du ski, comment est-ce qu'on apprivoise ce sport-là? Tu sais, ça fait partie de toi. Là, donc, oui. Comment tu as vécu ta jeunesse dans le sport? Bien, je me souviens pas de ma première fois sur les skis, puis le ski, ça a toujours fait partie de ma vie. Je viens je viens de Montréal, mais on avait un condo à Stoneham, fait que je skiais les fins de semaine. Puis, ouais, ça fait partie de ma vie, puis je compte que ça va faire partie de ma vie pour toute ma vie, en fait. Ben oui, là, je sais qu'on n'est pas supposé de faire ça, mais là, tu es rendu à quel âge? Entre quel âge? Entre 20 et 25 ans? 23, si j'oublie tout le temps j'ai quel âge, mais 23. Je suis née en 2001. OK, donc tu as 23 ans. Ouais. Là, dans le fond, dans ton parcours, tu as commencé très jeune, tu étais sur les stations dans les équipes de compétition. Comment c'était à ce moment-là, quand tu skiais? Quel plaisir que tu avais à faire ça? Moi, j'adorais faire du ski. Je pouvais juste skier les fins de semaine, vu que j'habitais à Laval avant. On allait à Stoneham à chaque fin de semaine. Puis, je voulais tout le temps être en ski. Le ski à Stoneham, ce qui est cool, c'est qu'il y a du ski de soirée. Fait que j'allais dans le club du matin à l'après-midi. Ensuite, je revenais à la maison, je mangeais. Puis le soir, je retournais aller faire du ski avec mes amis. Fait que pour moi, c'était la chose la plus le fun à faire. C'était l'activité que j'adorais faire. Puis quand il fallait que je retourne à la maison les dimanches, je pleurais avec ma soeur parce qu'on ne voulait pas retourner à la maison. OK. Et là, dans cette progression-là, tu as fait des compétitions. Est-ce que, dans le fond, au Québec, tu as skié toutes les montagnes? Je dirais peut-être pas toutes, mais une grande majorité. Mais c'est sûr que j'ai fait toute mon début de carrière à Stoneham. Fait que c'est la montagne que je connais le plus. Mont-Saint-Anne aussi, dans la région de Québec, pas mal. Massif, puis dans les Laurentides aussi, Tremblant, Saint-Sauveur. Fait que oui, je pense qu'il y en a plus que j'ai skié que j'ai pas skié. À partir de quel moment dans ta carrière de skieuse tu as tombé dans l'équipe du Québec? Je pense que tu as fait partie de l'équipe pendant 4 ans. À quel moment ça s'est arrivé dans ta carrière? Je pense que c'était en 2018. Okay. J'allais à l'école boarding school. Fait que l'école, comment t'appelles ça en français? J'utilise trop d'anglicisme d'habitude quand je parle, justement, parce que je suis allée à l'école anglophone. C'est bon.
Pensionnat? Ouais, je suis allée à un pensionnat pendant T'es allé à un 4 ans. pensionnat? Ouais. OK. Donc, un peu comme... Là, je vois ma blonde dire, moi aussi, moi aussi. Ouais, pendant 4 ans. Fait que ma 4e année, c'était en 2018. Fait que j'ai été dans OK. l'équipe à partir de 2018. 2018. Ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant là, dans ces 4 années-là que tu as faites avec l'équipe du Québec? On était une grosse équipe, on était 12 filles avec les mêmes buts, tu sais, on voulait la même chose, on voulait gagner. On était une équipe qui était très, très, très compétitive. Au niveau national aussi, on était l'équipe la plus forte, je dirais, dans ces années-là. Puis on a vraiment vécu beaucoup de choses. Personnellement, pour moi, beaucoup de développement personnel avec, tu sais, il y a beaucoup de dynamique. On est 10 dans une même maison. Il y a beaucoup de choses qui se passent niveau émotions, niveau communication. Fait que pour moi, c'était 4 années qui étaient vraiment, vraiment importantes pour mon niveau, pour mon développement personnel, puis mon développement athlétique aussi. Dans ces 4 années-là, dans le fond, de ce que je comprends, c'est que vous étiez, dans le fond, vous étudiez ensemble, vous viviez ensemble, vous vous entraîniez ensemble, vous avez fait de la compétition ensemble. Oui, on est Donc- tout le temps ensemble. Ouais. Donc là, c'est une communauté, là. Ouais. OK, ça apporte des défis. Beaucoup de défis, oui. Donc, une douzaine de filles. Donc là, vous avez sûrement fait des mauvais coups. Je dirais pas des mauvais coups, peut-être il y avait beaucoup de chamaillage. C'était des filles, on était toutes des personnalités super fortes parce que quand tu veux te rendre à un certain niveau en ski alpin, il faut que tu aies une personnalité qui est forte. Fait que c'était beaucoup de personnalités. Ça fait sortir des bons côtés et des mauvais côtés, mais de là, je ressors avec les plus belles amitiés aussi. Tu sais, les amis que j'ai dans le monde du ski aussi depuis que j'ai 2 ans jusqu'à dans ces équipes-là. Pour vrai, ça forge des amitiés puis des relations qui sont vraiment, vraiment solides. Tu as fait partie de l'équipe nationale du Canada. Comment ça s'est arrivé? En fait, comment ça s'est présenté à toi là, dans ta carrière? À ma dernière année sur l'équipe du Québec, j'ai eu l'opportunité de faire mes premières Coupes du monde, qui est assez, je dirais, dans le passé, qui n'était pas vraiment vu ou fait, parce que l'équipe du Québec, c'est pas une équipe qui est faite pour faire des Coupes du monde. Dans le fond, c'est juste une équipe de développement pour te rendre à ce niveau-là. Mais avec mes performances dans le début de la saison, ça a ouvert l'opportunité de faire des Coupes du monde. C'était aussi après la COVID. Fait qu'il y avait un peu moins de gens sur le circuit. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait beaucoup de compétitions. Fait que, avec mes résultats, je me suis rendue en Coupe du monde. J'ai eu quand même des bons résultats pour mes premières Coupes du monde. Puis ensuite, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi cette saison-là, malgré que c'était ma saison que j'ai faite l'équipe, parce que j'avais tellement un bon ski, j'étais tellement à un haut niveau, mais j'avais de la misère à finir mes courses. Fait que j'avais souvent des DNF. C'était soit un DNF ou soit j'étais sur le podium en Oram. C'était l'un ou l'autre. Fait que c'était vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. Je m'avais mis beaucoup de pression pour me rendre sur l'équipe parce que depuis que je faisais du ski, c'était mon rêve d'arriver sur l'équipe. J'avais rien d'autre en vue qu'être sur l'équipe nationale. Fait que c'était vraiment un gros roller coaster. Puis quand je suis arrivée sur cette équipe-là, ensuite, ben c'était comme, OK, what's next? OK. Est-ce que le fait d'être sur l'équipe nationale, ça faisait en sorte que, dans le fond, tu étais invité automatiquement aux Coupes du monde? Est-ce que... Je fais juste me placer là, sur le plan technique. Oui, dans le fond, il y a certains quotas pour faire des Coupes du monde. Fait que chaque pays a certains quotas. Fait que plus qu'il y a de filles qui font des top 30 en Coupe du monde, plus que ça l'ouvre des spots pour d'autres filles de la même nation. Fait que moi, je performais de mon côté, mais ça m'avait pas ouvert un spot automatiquement. C'est juste que j'avais les résultats pour dire, OK, on va donner ce spot-là à Sarah vu qu'elle a des bons résultats, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une carrière actuellement assez remplie. Quelque chose. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, par contre, avec la COVID. Là. Certains trucs comme ça. J'avais fait ma première Coupe du monde en super géant. Fait que ça, c'est une discipline de vitesse qui est, moi, je me dis pas vraiment que je suis une fille de vitesse, mais le spot était ouvert. Puis ensuite, c'était après la COVID, il y avait eu un spot pour moi en GS. Puis j'avais fait un time trial. Fait que dans le fond, pour savoir qui avait le spot, parce que c'était vraiment moi puis une autre fille, Britt Richardson, on était vraiment égal au niveau de résultat. Fait que des fois, ce qu'ils font, c'est un time trial. Fait qu'un entraînement où est-ce que tu es timé. Puis j'avais perdu le spot à 1 centième. OK. Puis ensuite, Cassidy Gray a été tombée positive de la COVID. Fait que son spot a ouvert. Fait que dans le fond, j'ai fait ma première Coupe du monde de GS grâce
à son test positif de COVID. OK. OK, c'est ça. Donc, plusieurs rebondissements comme ça. Puis, tu sais, c'est un peu le jugement aussi des gens qui sont là. C'est pas... tu sais, c'est quand même pas évident là, à dire, ben garde, je vais avoir une place. Tu es tout le temps en compétition. Tu es tout le temps en train de te chamoyer avec les autres, là, finalement. Écoute, là, la carrière de ski va quand même bien. Les blessures arrivent. Mais avant de parler de blessures, tu as fait allusion à la COVID-19. Dans cette période-là, c'était quand même un moment, je pense, une période assez importante dans ton développement. Comment tu as vécu ça, toi, la période de la pandémie, dans l'entraînement, dans les compétitions et dans tous ces changements-là que ça a apporté? Fait que moi, quand la COVID a vraiment comme explosé, j'étais en Norvège pendant mes premiers championnats juniors mondiaux. Fait que c'était la première fois que je me qualifiais pour une course comme ça. Puis quand que tu fais pas de Coupe du monde, c'est ta course, ta série de courses la plus importante. J'étais en Norvège, puis je venais de me qualifier grâce à un podium en Noram, qui était mon premier podium. Fait que c'était vraiment un high. J'avais eu tellement des bons résultats cette saison-là. Je suis en Norvège, puis là, il me restait 2 courses, puis ils nous disent, ben tout est cancellé, il faut retourner à la maison direct, vite. Fait que là, je retourne à la maison. On ne skie pas, même s'il y avait de la neige. Tu sais, moi, techniquement, j'étais en quarantaine quand je suis revenue, même si personne n'était encore en quarantaine. Ensuite, on n'a pas skié pendant très, très longtemps, jusqu'à temps qu'on s'essaye. On est allé en France. Puis c'était tellement... La chose qui était cool avec la COVID, par contre, il n'y avait personne dans les aéroports. Puis voyager, c'était tellement facile. OK. Ah, il y a un point positif. Oui, il n'y avait personne, mais c'était vraiment, vraiment difficile de trouver de l'entraînement. Le stress d'avoir un test positif, c'était vraiment, vraiment présent. Puis tout le monde ne savait pas comment agir l'un avec l'autre. On était tout le temps en quarantaine. Fait que là, ça m'a quand même aidé, par contre, pendant ma blessure, parce que je me suis blessée en Europe. Puis ça, c'était ma première. C'est quand je me suis cassé la main. Puis, j'avais juste 2 mois. Juste 2 mois, c'est quand même beaucoup pour une saison de ski, mais j'avais 2 mois que je pouvais pas skier. Mais dans le fond, vu que tout le monde avait 2 semaines de quarantaine à faire de toute façon, ça m'enlevait un petit peu la pression de revenir rapidement. Puis, tu sais, dans ces moments-là, il y avait un peu beaucoup de questionnages sur est-ce qu'on reste au Canada et on fait des courses pour justement arriver à l'équipe nationale, ou est-ce qu'on va en Europe, ou est-ce que tu as l'opportunité de baisser tes points FIS pour améliorer ton rang mondial. Mais dans le fond, on s'est fait dire que les classements avaient été jugés par les courses au Canada. Mais dans le fond, on a fait les courses au Canada. J'ai pas vraiment coursé en Europe. Puis les filles qui ont été choisies sur l'équipe nationale cette année-là, c'est les filles qui ont décidé d'aller faire les courses en Europe. OK. Fait que il y avait comme des choses qui étaient vraiment jamais claires. Des fois, les filles j'étais comme invitée à des places en Europe avec l'équipe canadienne pendant que j'étais sur l'équipe du Québec. Mais là, avec la COVID, là, tout changeait dernière minute. C'était vraiment instable. Puis ça l'a mis un petit peu un climat de comme incertitude, comme complètement de est-ce que j'ai des bons résultats, mais ça va donner quoi? Genre, à the end of the day, il va-tu avoir une équipe nationale? Il va-tu avoir les Coupes du monde? Les Coupes du monde, il avait recommencé, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup moins de monde qui coursait. Fait que pendant 2 ans, mettons, on n'avait pas fait le circuit Noram. Fait que les filles qui étaient là, des filles universitaires qui étaient plus vieilles, qui finissaient leur circuit, c'est les filles qui étaient plus fortes sur le circuit. Puis ensuite, ils ont arrêté de courser les années d'après. Fait que là, je me ramassais à être une fille qui était en top 30 en Noram. 2 ans plus tard, j'ai pas fait de Noram. J'arrive, je suis top 10, OK. top 3, top 5. Mais après ça, personne n'avait scoré des bons points. Fait que là, le circuit était en train de se rebâtir. Fait que, puis au niveau des plus jeunes que moi, tu sais, dans les clubs, je peux même pas imaginer comment c'était. Tu sais, quelqu'un qui a un jeune de 7 à 8 ans ou 9 ans qui perd 2 ans de développement, qui peut pas chausser les skis pendant tout ce temps-là, tu sais, ça a mis beaucoup c'est une grosse gap dans le développement. Puis en ce moment, on le voit que les gens qui sont un petit peu plus jeunes, puis il y a plein de gaps en ce moment dans les résultats que je pense que ça a été à cause de la COVID. Mais tu vois, là, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, il y a comme un 2 ans, tu sais, que toutes nos vies ont été perturbées. Là, on parle de ski, mais tu sais, dans plusieurs domaines. Tu sais, moi, je suis dans le milieu de l'éducation. On le voit, là, tu sais, ceux qui l'ont eu plus difficile un peu parce qu'il a fallu s'adapter. Et d'ailleurs, cette adaptation-là, ben, tu sais, je pense que ça amène cette résilience-là que veut pas, là, à un moment donné, on n'a pas le choix parce que le système est fait comme ça. Et quand on parle d'adaptation, résilience, là, tu as parlé notamment de ta blessure à la main. Tu as eu aussi une blessure à l'épaule.
Ouais. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé ton retour au ski par la suite? OK. Moi, dans le fond, je suis cœliaque. Fait que j'ai une grosse intolérance au gluten. Puis en Europe, quand on voyage, c'est vraiment difficile pour moi, tu sais, de m'accommoder avec mes besoins. Fait que j'avais pas beaucoup d'opportunités de faire du slalom cette saison-là parce qu'ils voulaient me focusser vraiment juste en GS. Puis moi, je voulais vraiment faire mes preuves en slalom parce que je savais que j'avais le potentiel de bien faire. Donc, je me suis fait dire par la coach en chef à ce moment-là que si je faisais un top 3 en Coupe d'Europe, qui est extrêmement difficile à faire, que je pouvais avoir un spot en Coupe du monde pour le slalom d'après. Mais on m'a donné juste un bloc d'entraînement de slalom. Fait que ça, c'était 5 jours. Puis 5 jours, c'est rien, tu sais, pour se préparer à une Coupe d'Europe qui était, je pense, ma première Coupe d'Europe que j'avais jamais fait. Pendant ces 5 jours-là, j'ai eu une grosse crise alimentaire. Fait qu'un mix de cœliaque qui est quelque chose d'autre que je ne savais pas. Tu sais, pas pour être graphique, là, mais j'avais rien dans mon corps. Là, rien rentrait, tout sortait. Puis dans ce moment-là, j'essayais de m'entraîner le mieux que je pouvais parce que je me suis dit, moi, je veux mon spot en Coupe du monde. Je veux faire la Coupe du monde de slalom. Je veux montrer que je suis capable puis je suis une bonne skieuse de slalom. Fait que je m'entraînais dans ce moment-là avec Srinka Lucic, qui était une très bonne skieuse de slalom. Puis j'étais pas trop loin de ses temps. Je me sentais bien, même si j'étais très malade. Puis j'étais encore malade au niveau de la course de la Coupe d'Europe pour laquelle je voulais me qualifier. Puis ensuite, je suis tombée dans un pitch. J'ai passé la tête par-dessus les pieds, puis directement, je suis tombée sur mon épaule. Puis je pensais que je m'étais juste disloqué la clavicule. Fait que je mets ma main sur ma clavicule, puis là, je m'en vais voir les patrouilleurs, puis je dis « Faites juste me replacer, s'il vous plaît. Genre, faites juste me replacer, ça va être tellement mal. Genre, s'il vous plaît. » Mais j'avais l'épaule comme toute déboîtée. Ensuite, on arrive à l'hôpital. Ils me disent « Non, c'est pas ta clavicule, c'est ton acroclaviculaire. C'est comme une jointe. Ben, c'est ce qui joint ton épaule avec ta clavicule. » Puis on dit « Ben, faut que tu retournes à la maison. Tu sais, il faut que... » Comme ça? Ouais, fait que je pouvais pas. Tu sais, ils m'ont tapé, ils m'ont mis du tape. Dans le fond, c'est quand même assez... Écoute, t'en weird. parles, là, puis j'ai mal. Oui, non, ça a vraiment fait mal. Puis, mais ma main, par contre, quand je me suis cassé la main, je pensais pas qu'elle était cassée. OK. J'ai skié le lendemain, puis on me dit « Voyons, qu'est-ce que tu fais, ta main est cassée? » J'étais comme « Non, c'est juste de l'enflure. » Mais pour mon épaule, j'étais comme « Oh my God, ça fait vraiment mal. » J'ai eu un appel de Brody Seeger qui s'avait fait la même... Brody Seeger, qui est un très bon skieur canadien en vitesse, qui s'avait fait faire la même blessure. Ouais. Puis lui, il m'a dit, moi, je me suis fait opérer, mais après ça, j'ai skié 2 semaines plus tard. Là, j'étais comme, OK. Là, il m'a dit, ouais, mais ça se peut que tu te fasses opérer, ça se peut que non, parce que ça dépend du grade. Fait que si c'est un grade 1 ou 2, tu te fais pas opérer, mais si c'est grade 3, c'est ambigu, 4 ou 5, tu te fais opérer. Fait que moi, j'avais aucune idée du grade. On m'a tapé, on m'a retourné à la maison, puis je suis allée me faire évaluer à Ottawa. Là, j'arrive à Ottawa, le médecin dit, ouais, ben on a fait ta radio avec du tape. Fait qu'on peut pas savoir exactement c'est quoi ton grade. Fait que là, je dis, ben, on enlève-tu le tape? Il dit, ben, ça se peut que tu sois juste vraiment inconfortable. Là, j'étais comme, OK. Fait que selon toi, c'est quoi le grade? Il me dit, ouais, je peux pas vraiment savoir. Puis, tu sais, tout ce temps-là, là, c'est un morceau de tape qui tient mon épaule à ma clavicule. Puis là, Okay. ça fait plusieurs jours là, que OK. je vis comme ça. Là. Fait que là, le médecin dit, ben, je sais pas, c'est toi qui décides si tu te fais opérer ou pas. Là, je suis comme, mais moi, je suis pas médecin. J'ai aucune idée. Soit que tu me dis, je peux skier dans 2 semaines si je me fais pas opérer, ou je me fais opérer puis ma saison est finie. C'est quoi que je fais, tu sais? Ils disent, ouais, mais tu peux avoir des complications si tu te fais pas opérer. Fait que ça se peut que tu attendes 2 semaines puis que, ben, t'as juste manqué de temps puis là, l'opération va être plus difficile. Fait que là, je suis comme, OK, mais ça veut dire quoi? Je me fais opérer ou pas? C'est dans quelles circonstances qu'un athlète se retrouve? Ben, c'est sûr que je vais vouloir skier le plus tôt possible. Mais là, est-ce que c'est smart? Est-ce que... Mais toi, là, dans ton environnement, là, Mm-hmm. à ce moment-là, dans ta prise de décision, tu es toute seule, il n'y a personne alentour de toi? Non, j'ai juste un médecin qui était comme associé avec l'équipe dans ce temps-là, que OK. j'appelais puis que je posais des questions. Puis elle était comme, la décision te revient. OK. Puis il n'y a pas un coach, il n'y a pas personne qui... Non, personne ne pouvait me dire quoi faire sur une décision médicale, ce qui est comme
je comprends, mais en même temps, je suis pas médecin, fait que je sais pas. Fait que c'est moi qui allais prendre la décision. Mais tu sais, c'est une décision complexe, là, parce Vraiment. que tu dis, ben je veux le bien pour ma santé, je veux le bien aussi pour ma saison, parce que veux pas, les enjeux sont importants, Mhm. les années sont importantes aussi. Donc là, pouvez-vous m'aider à prendre la bonne décision, finalement? Ouais. On comprend que c'est toi, ultimement, qui prends cette décision-là. Mais tu sais, il me semble que, en tout cas, bref, Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, puis moi, j'avais la pression aussi de pouvoir faire l'équipe l'année prochaine. Fait que tu te dis, est-ce que je vais avoir un injury status? Est-ce qu'ils vont me laisser rester sur l'équipe l'année d'après à cause de ma blessure? Mais là, si j'attends 2 semaines, j'essaie de revenir, ça fonctionne pas, puis j'ai pas de statut de personne qui est injured, ça fait quoi pour ma place sur cette équipe-là? Fait qu'il fallait que je prenne en compte ma santé, mais aussi ma place sur l'équipe nationale. Fait que j'ai appelé une de mes coéquipières, puis j'ai dit, elle venait de se faire opérer au genou. Fait qu'elle était dans une situation où est-ce qu'elle pouvait un peu comprendre ce que je disais, puis elle était comme, moi, personnellement, je penserais au long terme, puis je pense que tu devrais te faire opérer. Fait que moi puis mon père, on était à Ottawa, puis on avait fait 1 heure de char pour retourner à la maison pour prendre une décision. On a viré de bord. On est retourné. J'ai appelé le médecin et j'ai dit, OK, je vais me faire opérer. Fait que 2 jours plus tard, je me suis fait opérer. Puis il m'a enlevé mon tape. Ça a fait extrêmement mal. Le tape était tellement genre stické là que quand ils l'ont enlevé, je saignais. Là. C'était comme, il m'avait enlevé un morceau de peau. C'est ça qui faisait le plus mal. Puis ensuite, il m'a pris une vidéo de moi sur la table d'opération, knocked out, de lui qui bouge mon bras. Tu vois mon épaule complètement déboîtée avec ma clavicule, genre qui tient absolument pas. OK. T'es bonne pour raconter, par exemple, avec les images, là, Ouais. je te le dis, je file pas. Puis lui, il m'a dit, ouais, une chance qu'on a opéré, c'était grade 5 finalement. OK. Fait que j'étais comme, hey, ça aurait été fun de savoir que c'était grade 5 pour Ben pas oui, hein. avoir à penser à ça. Fait que là, après ça, j'ai attendu 3 mois pour retourner en ski. J'ai fait un petit camp au mois d'avril avec l'équipe au Mont-Tremblant. Puis ensuite, ben, vu que l'équipe skiait pas entre le mois d'avril puis le mois d'août, j'ai décidé de me trouver une opportunité d'entraînement. Je suis allée à Lake Tahoe m'entraîner avec une équipe FIS, avec la sister-in-law de Marie-Michel Gagnon habite à Tahoe. Fait que je suis allée chez eux, puis j'ai gardé leur chien contre un hébergement OK. parce qu'ils étaient partis, puis j'ai gardé leur chien. Fait que j'ai fait du house sitting, dog sitting pour pouvoir... puis j'ai eu un sponsor qui a payé pour mon déplacement. Fait que j'ai été super chanceuse pour ça. Puis j'ai pris 2 semaines d'entraînement juste pour pas arriver au mois d'août puis n'avoir absolument rien fait. Puis je trouvais que ça l'avait aidé quand même. Non, c'est sûr. Écoute, dans un contexte comme ça, en t'écoutant, j'ai envie de te dire, est-ce que si tu revivais une situation, par exemple, où tu te sens pas bien avant une compétition, justement à cause de ton intolérance, ta réaction, tout ça, est-ce que tu remettrais les skis? Non, je les aurais pas remis. Puis c'était vraiment un gros apprentissage pour moi de comme, hey, si tu vomis, comme, va pas en ski. Même OK. s'il faut que tu t'entraînes. Parce que, mettons, si j'avais manqué toutes ces journées-là d'entraînement, mais que j'étais arrivée à la course plus reposée, ben ça aurait été peut-être différent. Même si j'avais manqué toutes ces journées-là d'entraînement, tu sais. Euh, Cette pression-là, est-ce que c'est toi-même qui te l'avais mise ou c'est l'environnement? Je ne veux pas cibler personne, mais est-ce que, appelons ça l'environnement, ou c'est toi-même qui te mettais cette pression-là? Je dirais que c'était 50-50. C'était l'environnement qui faisait sentir comme si j'avais pas le temps de vraiment prendre un temps off. Puis c'était moi qui disais, ben il faut que je prouve que je suis une skieuse de slalom qui est super bonne. Fait qu'il faut que je fasse tout pour leur prouver. Fait que si j'avais pas eu besoin de prouver quelque chose, peut-être que j'aurais pas eu cette pression-là. Maintenant, tu as eu tes blessures, tout ça, ton retour au ski Mm-hmm. se fait. Comment ça se déroule? Ben, je reviens en ski, puis tu sais, j'avais manqué une bonne saison qui était une saison hyper importante parce que c'était la saison de transition entre le circuit Nord-Am et le circuit de Coupe du Monde. Puis j'ai manqué cette saison-là au complet, fait que j'ai pas eu l'opportunité de baisser mes points pour avoir un bon rang mondial, pour avoir un bon start en Coupe du Monde. Puis ils m'ont dit, ben Sarah, tu vas faire le circuit de Coupe du Monde toute la saison parce que c'est les seuls critères de l'équipe, c'est ça. Fait que si tu fais pas ça, tu fais pas l'équipe, puis c'est la seule chose que tu peux faire. Puis moi, dans ma tête, je dis, OK, j'ai fait quelques Coupes du Monde dans le passé, puis là, vous me dites que je vais être sur le circuit à 100%.
Puis quand je vais aller faire les NORAM, je vais être seule, mais là, je viens juste de me blesser. Je suis en train de revenir de blessure, puis personne pense à ça, tu sais. Parce que ce qui était un peu dommage de mes blessures du haut du corps, c'est que c'est pas vu comme des blessures sérieuses parce que c'est pas le bas du corps. Fait que tout ce qui est haut du corps, ben, tu dis en ski alpin, tu utilises plus tes jambes. Ça devrait pas être des séquelles mentales. Tu devrais être capable de revenir sur tes skis puis faire comme si de rien n'était. Quand tu te blesses au genou, mettons, ou au bas du corps, c'est comme « Ah, elle s'est blessée. » Il faut vraiment qu'elle prenne le temps de bien revenir. Mais haut du corps, il s'en fout. Genre, je sais pas c'est quoi le stigma sur ça. Mais en ski alpin, ça veut rien dire. Ah, OK, tu t'es cassé la main. Ah, OK, tu t'es blessé à l'épaule. C'est vraiment genre, ben, tu devrais pas avoir peur d'y aller à 100%. Puis moi, quand je revenais, j'étais comme, guys, j'ai quand même peur de revenir à 100%. Là. Je viens juste de me déboîter l'épaule juste parce que mon ski a passé à 1 cm trop près de la gate. Là. Genre, à quel point c'est des marges qui sont fines. Pourquoi vous me laissez pas le temps de revenir à mon pace, tu sais? Mais tu sais, c'est un sport extrême, c'est dangereux. Les gens ne le réalisent pas, mais les skieurs risquent leur vie. Là, c'est, comme tu dis, c'est 1 centimètre. Là, Puis ça va vite. Là. J'ai commencé mon introduction avec 100 km/h. Je ne sais pas quelle vitesse en GS que en vous pouvez GS, apprendre. c'est à 90-95 facile. Ouais. Voilà, hein, c'est dangereux. Là, Puis on voit ça, c'est tellement beau, c'est tellement élégant. Un vrai skieur sur une pente de ski, c'est tellement fantastique. Bref, je comprends dans le fond, ce que tu nous dis en disant, ben, même si c'est une blessure dans le haut du corps, c'est une blessure, dans le fond, une blessure à haute vitesse. Là, c'est dans des conditions extrêmes quand même. Donc, veux pas, la différence entre le fait qu'elle soit du bas du corps et du haut du corps, je comprends très bien ce que tu veux dire, parce qu'entre les deux oreilles, peu importe où ce qu'elle a, la blessure, tu sais que ça aurait pu être peut-être même plus grave. Ouais. Ça aurait pu arrêter plein de choses. Fait que non, c'est... Au retour de ça, tu as fait une année sur la Coupe du Monde, tout ça. Et là, à un moment donné, tu fais partie de l'équipe canadienne à ce moment-là. Oui. Donc, tu fais ta première année là-dessus. Et là, jusqu'à tout récemment, tu te préparais pour une autre année. Il se passe de quoi? Tu apprends de mauvaises nouvelles. Veux-tu nous en parler? Oui. Dans le fond, la saison finit au mois d'avril. Puis on a un camp au mois de juin. Puis je pense que mon appel était le mardi, puis on partait le dimanche, quelque chose comme ça. Puis je me fais dire que je vais pas participer au camp, que je vais pas faire partie de l'équipe pour cette année-là. Fait que je suis vraiment prise par surprise, pas parce que je savais que j'avais pas fait les critères, je savais que ma saison ne s'était pas bien passée, ça, j'étais pas surprise de ça. J'étais surprise du moment que ça m'a été fait savoir. Puis dans quelle situation ça me laissait. Parce que ce qui est super important en ski alpin, d'habitude, moi, je trouve que quand un bloc d'entraînement au mois de juin puis juillet, c'est vraiment nécessaire. Puis l'année où est-ce qu'on n'en avait pas eu un, j'ai été par mes propres moyens d'en trouver un parce que je trouvais que c'était important. Fait que le fait que je me fasse laisser dans une situation où est-ce que j'ai aucune option d'entraînement pour un bloc d'été, puis ensuite que tout le reste venait avec, c'était correct, tu sais. Je comprenais la décision, mais moi, pour vrai, c'était juste le fait que j'ai aucune option pour l'été. Puis ensuite, j'ai pris une bonne avant-midi pour pleurer parce que j'étais en milieu d'entraînement en muscu quand que j'ai eu mon appel. Ouais. J'ai regardé mon trainer, Charles. J'ai dit, Charles, je vais retourner chez nous. Je viens de me faire couper de l'équipe. Et il m'a regardé, il ne savait pas quoi faire. Puis là, je suis retournée chez nous, j'ai appelé quelques personnes. J'ai pris l'avant-midi, peut-être le début de l'après-midi aussi pour pleurer. C'était comme un gros break-up. Là. Je dirais ça, c'est comme la pire perte de toute ma vie, c'était cette équipe-là. Oui, parce que tu y rêvais, là. Oui. C'était ton objectif. Ouais. Tu l'avais atteint. C'était mon objectif. Puis je perdais cette équipe-là, puis ce rêve-là. Puis j'ai pris, c'est ça, pas une journée au complet, mais une bonne partie de la journée pour pleurer. Puis j'ai une sponsor qui m'a appelée. Il dit, bon, là, tu vas essuyer tes larmes, là, puis on va se mettre en marche, puis on commence live. Puis tu te mets en marche live. Ce que j'ai fait, j'ai appelé des coachs, j'ai commencé à écrire des lettres, j'ai commencé à contacter plein de personnes, je me suis mis en marche. Puis je remercie énormément cette sponsor-là de me dire comme tu vas essuyer tes larmes de crocodile, là, puis tu vas te mettre en marche, puis pas parce que je pouvais pas vivre mes émotions, parce que je les avais vécues, mais je les avais vécues toute l'année, ces émotions-là. De cette perte de
de « je vais plus être dans l'équipe à cause de cette course-là. Je vais plus dans... » Fait qu'à toutes les courses, je me sentais comme ça. Fait que je me suis dit « OK, c'est la dernière journée que je pleure. C'est la dernière journée que je vis ce deuil-là. » Puis après ça, je me mets en marche, puis c'est game time. Mentalement, là, tu parles de cette année-là que tu avais comme en tête en disant, ben, j'atteins pas les objectifs. Tu sais, j'ai blessure aussi, ça, il se passe plein de choses. Est-ce qu'inconsciemment, ça l'a affecté justement ta performance durant cette année-là? Il y avait tellement... Tu sais, moi, je suis pas comme croyante nécessairement, mais il y a des trucs dans l'univers que je crois qui arrivent pour une raison, tu sais. Puis il y avait plein de petits trucs qui arrivaient, comme on signait des posters, puis mon nom, il était jamais bien écrit dans les posters de l'équipe, mettons. Okay. Fait que mon nom, il était pas bien écrit. À un moment donné, on est allé à une montagne signer des autographes, puis passer du temps avec les gens du club, puis il m'avait complètement enlevé de l'affiche, puis il avait mis l'affiche d'une autre fille. OK. Tu sais, des trucs comme ça où est-ce que c'était des petits... On dirait que c'était comme des messages de me dire, genre, tu fais plus partie de cette équipe-là. Puis à ce moment-là, tu sais, ces messages, moi, je les vivais vraiment fort, tu sais. Surtout la fois où est-ce que l'affiche, il y avait pas ma face, puis il n'y avait pas mon nom, puis il savait que j'allais être là. Puis moi, je signais à côté, comme, l'affiche. Puis je disais, mais je suis pas sur l'image. Puis les filles étaient comme, Sarah, c'est pas grave, tu sais. Mais j'étais comme, moi, je m'identifie déjà quasiment plus à cette équipe-là. Genre, à quel point que c'est comme... Ça représentait ma tête. C'était comme un moment d'un film, je dirais. Oui. Fait qu'il y a eu des moments dans la saison où est-ce que j'ai essayé de pas perdre cette image-là, que je méritais d'être là puis que j'avais ma place. Mais en même temps, tout autour de moi me faisait dire aussi j'avais certains coachs qui pensaient comme ça, tu sais, qui me laissaient savoir que j'avais pas nécessairement ma place. Puis, tu sais, à quel point un coach peut dire ça, tu sais, c'est comme pas super le fun. Là. Mais il y avait tellement de moments de doute en moi qui étaient établis par l'environnement puis par moi aussi que à un moment donné, c'est comme ça a explosé. Puis je suis tellement contente de genre pouvoir prendre un moment puis au moins une année pour me détacher de cette croyance-là parce que je sais que je suis une des meilleures skieuses au Canada puis une des meilleures skieuses au monde. T'sais, avec mon rang mondial qui démontre ça, justement. Puis il faut que je sois dans un environnement par moi-même où est-ce que je le crois moi-même pour qu'un environnement puisse pas enlever cette croyance-là de moi. T'sais. Parlons-en de cet environnement-là, parce que quand tu fais partie d'une équipe comme ça, tu as accès à des choses, tu as accès à des services, il y a une dynamique. C'est une grosse business en soi, là. Parle-nous un peu comment c'est organisé dans une équipe comme ça. Puis après ça, on va parler de comment tu t'organises. Mm-hmm. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse un peu la comparaison. Okay. Eux autres, dans le fond, quand tu pars en compétition, c'est quoi les services que tu as? Mm-hmm. Quand tu voyages, quand tu arrives là-bas, l'organisation, tout le management qui est alentour de ça. Parle-nous un peu de comment ça se passe. Oui, fait que dans les équipes, on est comme séparés un peu en deux. Fait qu'en slalom puis en GS. Puis là, en ce moment, je sais qu'il y a quelque chose d'un peu plus hybride. Puis je prends pas en compte l'équipe de développement qui est nouveau là, cette équipe-là, tu sais, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait que je pourrais pas parler pour eux, mais en tant que l'équipe de Coupe du Monde, tu as un coach en chef qui est le coach en chef de tout le monde. Bien, ça, je parle aussi côté féminin. Tu as coach en chef, ensuite tu as le coach en chef de la discipline, puis ce coach-là a un coach assistant. Fait que déjà là, ça fait 3. Puis de l'autre côté, en slalom, ben mettons, dans l'autre équipe de slalom, tu as un coach puis un assistant. Ensuite, il y a un technicien par 2 athlètes. 2 ou 3, mais d'habitude, c'est 2. Fait que là, tu es rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 staff. Ensuite, tu as un physio qui est là, qui est avec une des équipes. Des fois, il engage un autre physio. Fait que là, tu as 2 physios. Puis ça, c'est pour 8 filles. Fait que tu as plus de staff que tu as de filles. Donc là, vous êtes combien? Là? Sur une équipe de ski, vous êtes combien? 10, 12, 14? Sur l'équipe l'équipe nationale? En ce moment, c'était comme l'année dernière, ils sont 8. Ils sont 8. Ouais. OK. Fait que tu as 11, 12 staff, mettons. OK. Donc, la proportion est quand même assez importante. Ouais. Et là, toi, tu te ramasses seul et tu décides de dire, ben moi, là, regardez, là, vous autres, là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'argent, vous avez une philosophie d'entraînement, qui est des choses qui ne cadrent pas nécessairement dans ce que tu es comme personne, de ce que tu racontes. Moi, ce qui me rend une grande évidence, c'est que cet environnement-là, c'est pas nécessairement le meilleur pour ta propre performance. Là. Bien, ça dépend dans quel moment de ta carrière que tu es. Puis dans le moment de la carrière où est-ce que j'étais, c'était pas ça
qui était optimale pour moi, surtout en revenant de blessure. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas l'encadrage pour le faire. OK. Je m'en allais faire des NORAM seule parce que j'avais pas, ils ne pouvaient pas juste comme, on va t'engager quelqu'un pour venir avec toi. T'sais. Ils ont leurs contraintes financières aussi, puis je suis sûre que s'ils pouvaient, ils auraient voulu m'aider plus puis m'encadrer mieux. Mais au niveau, à ce stade-là dans ma carrière, en revenant de blessure, surtout, c'était pas... ils le savaient aussi. Ils m'ont dit, on peut comme pas vraiment t'organiser d'une autre façon parce qu'on peut pas nous séparer en 4. Fait que, ouais. OK. Et là, actuellement, à partir du moment que tu as dit, ben moi, là, OK, j'arrête pas ma carrière de skieuse, j'ai un sponsor qui m'encourage, qui est là, qui m'a dit, ah non, on n'arrête pas, c'est tout de suite. Comme tu dis, c'est live. Ouais. On dirait que là, j'utilise les mots de mes enfants. C'est live, c'est là que ça se passe. Ouais. Donc, à partir du moment que tu décides de faire ça, là, tu dis, j'envoie des lettres, je fais des appels, je commence à être en action. Ouais. Tu as commencé par quoi pour t'organiser? J'ai commencé par mon entraîneur, Francis, qui m'avait été avec moi pendant 4 ans sur l'équipe du Québec. Puis lui était sur l'équipe nationale avec moi l'année passée. Puis ce coach, ça me rend émotionnelle. Ce coach a tout fait pour essayer de m'aider. Puis au moment où est-ce que j'avais vraiment besoin de lui, il m'a appelé, puis pendant peut-être 1h30 de temps, il m'a donné les démarches. Il m'a dit, tu vas commencer par ça, après ça, tu vas faire ça, après ça, tu vas faire ça. Fait que lui, il m'a vraiment aidé. Ensuite, j'ai juste écouté ses conseils, puis j'ai parlé à d'autres athlètes qui avaient vécu la même situation que moi. J'ai parlé aussi à Laurence Saint-Germain, qui m'avait vraiment beaucoup aidée parce qu'elle est vraiment impliquée dans le monde du ski en général, puis avec Alpine Canada. Fait qu'il y a elle qui m'a aidé beaucoup. Puis après ça, je me suis dit, OK, je veux être avec qui? Fait qu'il y avait quelques options auxquelles j'avais pensé. Puis à un moment donné, je faisais du vélo. Puis j'avais l'entraînement de vélo. Puis là, j'étais comme... Ça m'a allumée. J'avais pensé, j'étais comme, oh my God, cette fille que je connais, comme, et je sais qu'elle est toute seule, elle est indépendante, puis elle a les mêmes buts que moi. Puis oh my God, genre, je sais pas c'est quoi qu'elle fait l'année prochaine, mais je vais l'appeler. Fait que là, c'était une de mes bonnes amies que je connaissais depuis que j'avais peut-être 14-15 ans. Puis elle me dit, justement, je me cherchais une teammate. Ah, ouais. Fait que j'étais comme, oh my God, let's do it. Fait que après ça, j'ai fait mon premier camp d'entraînement avec eux. Son père, c'est son coach. Puis son coach, puis Steve, lui, il m'a offert de faire mes skis. Fait que il m'aide à ce niveau-là qui est tellement, tellement important là, que je suis tellement reconnaissante qu'il fasse ça, tu sais. Je suis bonne pour faire mes skis, mais à un moment donné, ça prend du temps. Puis Là, quand on parle de ski, là, c'est tout le fartage, la préparation, tout ça. Là. Ouais, fait que... C'est un art en plus. Ouais. Pour ceux qui savent, ça prend du temps puis ça salit les mains. Mais tu sais, quand tu as un chalet de ski, là, quand tu fais du fartage, là, normalement, en bas de 4 bières, tu n'es pas capable de rien faire. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est la légende urbaine. C'est ce je présume qu'à votre niveau, c'est pas ça. Oui, non, c'est ça. En plus, il y a plus de paires de ski là-dedans, mais c'est ça. Fait que je suis tombée sur eux, puis ils m'ont dit, OK, tu vas avoir besoin de payer X, Y, Z. Puis j'ai dit, all right. Puis après ça, pour payer mes dépenses, j'ai vraiment fait appel à la communauté de ski, aux gens que je connaissais. J'ai des sponsors qui ont voulu donner moins que les autres années parce qu'ils disent t'es pas identifié à l'équipe canadienne, fait que pour nous, ça vaut moins. Puis il y en a d'autres qui ont dit, nous, on sait comment ça fonctionne, puis on sait que t'es bonne, puis on sait que tu mérites notre aide, fait qu'on va te donner plus. Fait que ça a vraiment été comme entre deux, puis aussi, j'ai fait... Il y a des gros sponsors qui aident beaucoup, mais il y a les dons aussi, les petits dons. Ma grand-mère, ma petite grand-mère, elle m'a transféré comme je pense qu'elle m'a transféré un 1300 $. Là, j'ai dit, grand-maman, je l'appelle, c'est parce que je viens de recevoir 1300 $ dans mon compte de banque. T'as-tu fait une erreur? C'était-tu 130? Elle dit, non, 1300. Moi, je veux que tu continues de faire du ski, puis je suis fière de toi, puis j'aime ça te voir dans les journaux, fait que je veux t'encourager. Tu sais, des dons comme ça de gens autour de moi, comme ça me rend tellement émotionnelle, de genre, par leurs mots qui disent qu'ils croient en moi, mais par leur démonstration, puis leurs gestes. C'est les gens qui m'offrent, hey, si tu es à cette montagne-là, moi, j'ai un chalet, est-ce que tu veux rester? Ou, moi, je suis un coach à telle montagne, des coachs qui m'avaient coaché.
Ou juste la Sarah, raison. moi, j'ai un chalet. Si tu viens au Mont-Édouard, je suis sûr que je parle avec Nadine à la place, c'est sûr. Ben, c'est que je vais passer une petite fin de semaine, tant qu'à y être. Il n'y a pas de problème. Juste comme Justine Parent qui m'a dit Ah, il y a une ouverture, Sarah, veux-tu venir au Mont-Édouard parler aux jeunes? Puis j'adore être dans la communauté de ski, puis là, que le Mont-Édouard, le club de ski de Mont-Édouard qui veulent m'aider, puis tout ça. Puis je peux passer la journée avec des jeunes, puis les jeunes m'inspirent, puis juste des gestes comme ça, pour vrai. Ça me démontre à quel point il y a plus de personnes qui croient en moi que je pensais, tu sais. Mais ça, faut surtout pas que tu l'oublies. Parce que l'amour des gens, tu l'aperçois. Tu peux juste le vivre dans les moments qui sont difficiles comme ça. Puis les gens, quand ils sont prêts à décaisser, puis qu'ils disent non, regarde, tu as un rêve, on va t'appuyer, on va t'aider. Faut surtout pas que tu lâches. Là, puis dans les athlètes, il y en a qui ont réussi justement à faire souvent même plus d'argent avec d'autres choses que leur propre sport. Parce qu'ils véhiculaient des valeurs, ils véhiculaient une façon de penser. Excuse-moi. Je te trouve vraiment touchante. Puis, tu sais, l'image de marque de Sarah Bennett, ben, tu sais, elle est à construire. Puis, je pense que c'est ce que tu fais de par tes gestes. Et c'est pour ça aussi que... Puis, c'est pour ça que je te posais la question, comment est-ce qu'on organise ça, les gens alentour de toi? Parce que là, de façon spontanée, j'ai l'impression que c'est des gens qui croient, qui t'aiment, qui croient en ton sport, en ta capacité de. Puis, tu sais, je t'écoutais dans la conférence que tu as faite cet après-midi. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand tu t'es mis à parler de dire, ben moi, là, je veux me sentir bien, puis je veux avoir le sourire en skiant. Puis là, je me dis, hey, écoute, la performance vient par le sourire. Puis ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. À partir du moment où ça devient un travail, que la pression est trop lourde, que c'est trop pesant, ben, tu sais, il faut jamais oublier d'où c'est qu'on vient. Puis, tu sais, quand on vit des... Puis, tu sais, je suis pas moralisateur. Merci de partager un Kleenex. Donc, sans tomber dans la grande morale, tu sais, je pense que c'est important de croire en ce qu'on fait, puis de conserver le sourire, puis de tout le temps conserver le rêve que ce qu'on a, parce que, tu sais, dans le fond, tu le continues. C'est juste que le véhicule est juste pas pareil. Puis l'avantage, écoute, imagine l'avantage que tu as. Tu peux choisir ton physiothérapeute. Mon physiothérapeute, c'est moi qui fais du yoga. Ah, OK, tu fais du yoga. Mais attends, à un moment donné, il y a si quelqu'un écoute dans notre balado, dans le réseau de physiothérapeutes, si vous écoutez, vous voulez offrir de l'aide à Sarah, appelez-la, passez par les réseaux sociaux, quelque chose. C'est simple, en faisant des appels comme ça. Puis il y en a tout le temps des gens qui sont prêts à accompagner puis à aider. Puis justement, ce genre d'organisation, une petite équipe, moi, je pense qu'il y a plein d'avantages qui est alentour de ça. Puis tout va passer notamment par ta philosophie. Qu'est-ce qu'on s'attend de toi pour la prochaine année? On s'attend de moi qui épanouie dans ce que je fais, puis qui fait un dépassement de soi que j'ai jamais vu. T'sais, mon développement en ce moment, ça se passe tellement bien. J'ai tellement hâte de pouvoir comme performer, puis montrer ce que je peux faire. Puis je voulais juste faire une petite parenthèse. Ça vient peut-être de nulle part, mais j'ai eu un message d'une jeune fille du Liban qui m'avait envoyé un message parce qu'elle voyait ce que je postais sur les réseaux sociaux, puis elle me trouvait comme inspirante. Puis elle me disait, cette année, à cause de la guerre, moi, je peux pas faire du ski, puis il y a plein de monde autour de moi qui peuvent pas faire du ski, puis qui disent Sarah, on est tellement fiers de toi, ce que tu vis, c'est réel, puis j'espère que tu vas pouvoir skier pour nous cette saison, puis de pas lâcher. Puis qu'une jeune fille de 16 ans, ou U16, m'envoie un message parce qu'elle sont veillées dans la guerre, puis elle me dit que moi, je dois pas lâcher prise, puis que je dois continuer, puis travailler fort, puis que je vais pouvoir vivre mes rêves, puis de vivre mes rêves pour elle, puis pour des jeunes en ce moment qui peuvent pas à cause de ce qui se passe dans le monde, puis que je me réalise à quel point je suis privilégiée d'avoir autant de monde qui m'aide, puis d'être dans une position où est-ce que je peux continuer, parce que il y avait eu la COVID aussi qui nous avait fait arrêter, mais des choses qu'on peut pas contrôler. Puis en ce moment, je suis tellement privilégiée de pouvoir faire du ski, puis de skier pour ceux qui peuvent pas, pour plein de raisons. Puis ça m'a tellement remis en perspective. Puis pour cette saison, pour vrai, je vais penser à elle, puis je vais penser à tous ceux qui ont des rêves, qui avaient des rêves comme moi, puis qui n'ont pas pu les réaliser, puis que je vais foncer pour eux, puis me donner au maximum. Ah, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète parce que, tu sais, je reviens à ce que je te disais. Le véhicule a peut-être changé. Tu
tu avais peut-être la grande limousine. Là, tu sais, là. Là, c'est sûr que tu as peut-être une petite Lada là, pour l'instant, mais il faut voir la Lamborghini qui est en arrière. Tu comprends? Ouais. Ça va être moins gros, mais elle va être plus performante. Tu sais. Ouais. Puis le plaisir, il ne faut surtout pas l'oublier. Puis écoute, moi, je vais te souhaiter pour la prochaine saison tout le succès que tu mérites. Puis tu sais, le succès, c'est pas juste dans les points, c'est pas juste dans les résultats. dans la performance. Tu sais. C'est dans ce que tu vas réaliser. Peut-être que cette année, tu n'auras pas peut-être tu n'atteindras pas les objectifs, mais peut-être tu vas en être prêt. Tu sais, ça va avancer. Puis il faut aussi regarder une chose, c'est que tu sais, tu prends le contrôle de ta carrière. C'est hot, là. Ouais. C'est vraiment hot, là. Tu es en train de monter une business, là. Non, mais C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ta business, là, là, tu gères, va falloir que tu gères tes ressources humaines. Parce que là, tu sais, ton coach, il travaille pour toi, là. Tu sais, c'est toi, c'est l'employeur. Là. Fait que tu as le coach. Après ça, tu vas sûrement avoir quelqu'un qui va peut-être s'occuper de tes relations publiques. Tu sais, quelqu'un qui va travailler sur ton image de marque. Peut-être que pour quelqu'un qui va négocier des contrats. Ou, tu sais, peut-être que tu vas tout faire toi-même, je ne sais pas. Mais, tu sais, il y a toute cette business-là qui va prendre, tu sais, qui va arriver. Puis plus que tu vas être bien entouré, puis ça, c'est un des conseils que je peux te donner. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Des gens qui t'aiment, mais assure-toi d'avoir un bon contrat avec eux. Même si, tu sais, assure-toi là, de signer les bonnes lignes pour te protéger. Parce que des fois, il y en a qui vont arriver et ils vont vouloir... Tu comprends? Ouais. Fait que ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Sarah, si je te réinvite un jour dans mon balado quand tu seras une grande star internationale... 100%. En plus, c'est juste mon deuxième. Là, tu sais, tu Ah, me prends ouais. les tout débuts. Là, t'as la underdog story, là, le c'est début. Là, puis, tu vois, bon, moi, j'ai parlé avant qu'elle soit famous. là. Écoute, ben merci d'avoir pris du temps. Merci à toi pour vrai de m'avoir invité. C'est vraiment fantastique. Alors, les amis, écoutez, c'est un épisode marquant, je pense, à travers tous ceux que j'ai faits. Avec une personne d'exception. Merci d'avoir été là. Bien sûr, écoutez, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, benlala.ca sur toutes les plateformes. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.